Et je vous retrouve pour la suite des programmes du soir. C'est New World. Nous sommes maintenant dans l'invité. Nous parlons du Mali et du Burkina Faso. Nous en parlons sur le thème Mali-Burkina Faso. Azali déclaré persona non grata. Et notre invité pour en parler, c'est bien vous, Luc Abaki. Bonjour. Oui, bonjour Guillaume, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs. Alors, c'est l'une des informations qui ont fait le tour des réseaux sociaux et suscité beaucoup de commentaires. Ce week-end, le Mali et le Burkina Faso auraient refusé de recevoir le président de l'Union des Comores, qui est également le président en exercice de l'Union africaine, et qui devait se rendre dans ces pays ce 9 et 11 août. Une situation qui serait provoquée par le refus de Azali de prendre part à la photo de famille à la clôture du sommet Russie-Afrique. Alors, nous en parlons avec vous. D'abord, est-ce que cette information est vérifiée? Oui, elle est vérifiée. Moi-même, je l'ai vérifiée auprès des autorités maliennes. Il est clair que les autorités maliennes, en réaction à cette attitude assez incongrue et maladroite du président en exercice de l'Union africaine, ont décidé de notifier donc à ce dernier qu'il n'était plus possible pour eux de l'accueillir le 9 août prochain à Bamako. Parce que son attitude est d'autant plus maladroite, incohérente et inconstante que voilà un président en exercice de l'Union africaine qui vient d'être élu, qui effectue pratiquement son tout premier voyage en Russie, parce que, avec ce titre de président en exercice de l'Union africaine, et qui pose un acte aussi maladroit que celui de refuser de faire une photo de famille sous prétexte qu'il y aurait, que dans cette photo figureraient les présidents des transitions du Mali et du Burkina Faso, parce qu'il les qualifie justement de poutistes, donc ils ne sont pas venus par une élection en bonne et due forme. Alors là, ils ne méritent pas de figurer dans une photo où lui, Azali, figurerait. Alors, est-ce que dans le politiquement correct, ce n'est pas bien sa position de ne pas figurer avec des poutistes? C'est une vraie maladresse, mais je crois qu'il faut revisiter un peu le profil de la personne de Assoumani Azali. C'est un officier supérieur des îles Comores qui a perpétré un coup d'État en 1999 dans son pays pour donc accéder dans le fauteuil présidentiel. Ce poutiste-là, qui est patenté être un dictateur fin, qui a même supprimé la Cour constitutionnelle, il a même supprimé la Cour d'anticorruption dans son pays, et on lui reproche les répressions morbides dans son pays. C'est ce monsieur qui, aujourd'hui, se prévaut du titre de président en exercice de l'Union africaine et qui a cette tendance à vouloir donner des leçons à des dirigeants aussi représentatifs que ceux du Mali et du Burkina Faso. Je voudrais rappeler quand même certains principes qui sont bien connus et qui permettent l'évaluation des puissances du monde. En matière d'évaluation d'une puissance, de la puissance d'un État, il faut d'abord considérer sa superficie. Le Mali en compte 1 241 000 km², avec une population de plus de 22 millions. Le Burkina Faso en compte 274 220 km², avec une population effectivement de plus de 22 millions d'habitants. Les îles Comores, dans leur ensemble, ne font pas d'accord 1 million d'habitants. Ça fait 921 000 habitants sur une superficie de 1 800 et quelques kilomètres carrés. Pas même 1800, pas même 2000 kilomètres carrés. Okay? Donc c'est le président de ces îles-là qui vient dire aujourd'hui à des dirigeants représentant ce territoire dont je parle et qui sont véritablement des puissances en termes de superficie et de population. Donc Asmali est en train de nous dire qu'en fait, il est plus intelligent, plus brillant, plus connaisseur des règles démocratiques que les 22 millions d'habitants que regorge par exemple le Mali. Et que, parce que ces gens-là représentent ces gens de pays, il ne peut pas figurer. Pourquoi donc Assoumani avait-il accepté une invitation de la Russie sans condition, sans dire par exemple que, écoutez, à ce sommet, si les présidents qui ont perpétré des coups d'État figurent ou doivent participer, moi je ne participe pas. Il y a participé, tout comme Macky Sall, lui aussi qui a refusé de faire partie de cette photo, alors que la veille, ces gens-là ont dîné ensemble avec Poutine et les présidents du Mali et du Burkina Faso. Vous comprenez? Oui. C'est suffisamment révélateur de son incohérence, en tout cas de cette incohérence et de cette superficialité qui marque la gouvernance de nos États en Afrique et qui montre que, en fait, ces dirigeants-là
n'ont pas compris en fait leur mission et qui sont dans le bling-bling, dans le matu, dans le sensationnel, sans pouvoir poser des actes qui vont donner des résultats probants pour leur pays. À quoi cela leur a-t-il servi de refuser une photo de famille alors qu'ils ont participé au même sommet? Ils ont eu le temps de négocier des accords avec la Russie et tout le monde a y participé. C'est-à-dire que tout était tellement bien. Ils ont mangé ensemble avec ce chef d'État des mets copieux autour de Poutine et c'est pour une photo de famille qu'ils refusent. Donc c'est pour dire tout simplement que nos dirigeants présentent des faiblesses notables. Et je suis heureux de constater qu'en fait, les dirigeants maliens et burkinabés font preuve d'une certaine synergie d'action. Lorsque le Mali a décidé de notifier à Azali qu'il ne pouvait plus fouler le sol malien le 9 août, le Burkina Faso a suivi en posant le même acte. Voilà des actes de solidarité, d'unité que nous recherchons en fait auprès de nos dirigeants, de sorte que lorsque une force extérieure, ou du moins quelqu'un de l'extérieur veut entamer la souveraineté, la crédibilité, la vie d'un État, qu'il puisse avoir le soutien dont il a besoin pour pouvoir le bouter hors d'état de nuire. Voilà. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette attitude d'Azali et d'autres chefs d'État, puisque chaque chose a une justification, même si elle ne passe pas à tous les coups? Qu'est-ce qui pourrait justifier cette position d'Azali? Mais pour lui, c'est des régimes qui ne sont pas venus par la traditionnelle élection présidentielle, qui donne donc la voix à la population de missionner un élu, quelqu'un à qui on confie la charge de gouvernance d'un État. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut objectivement critiquer la légitimité des régimes burkinabés et maliens dès l'instant où il y a une adhésion populaire indiscutable dans les actions que mènent ces dirigeants-là? Et mieux, est-ce que quelqu'un peut se bomber aujourd'hui le torse pour dire que la situation sociale, politique, économique et même sécuritaire des deux pays est pire aujourd'hui qu'elle ne l'était avec des dirigeants élus par le passé? Il faut être malhonnête pour ne pas reconnaître les avancées même démocratiques et les avancées sur le plan social, économique et surtout sécuritaire qui sont à enregistrer aujourd'hui au Mali tout comme au Burkina Faso. Et puis, si ces deux pays devaient recevoir une leçon, est-ce que c'est de Azali, celui-là dont j'ai parlé, un putiste patenté, un dictateur connu comme tel, qui a eu à subir la suppression de la coopération avec des puissances occidentales du fait justement de ces maladresses dans la gouvernance de son pays? Et qu'est-ce qu'il représente véritablement dans l'échiquier politique continental, dès l'instant où il est à la tête d'une poignée de personnes qui n'atteignent même pas 2000, et sur une superficie aussi minable, et en face des présidents aussi représentatifs que ceux du Burkina Faso et du Mali. Mais au-delà des îles Comores, Azali est aussi le président en exercice de l'Union africaine. Voilà, c'est le titre dont il s'est affublé, parce que vous savez, nos dirigeants ont cette malice de temps à autre de se partager ce poste-là de façon rotative. Et lorsque vous avez ce poste, vous commencez à serrer la main aux grands du monde. Vous vous rappelez, lorsque Macky Sall aussi était président en exercice de l'Union africaine, il a eu le temps d'aller à Kiev, d'aller chez Poutine, de discuter avec lui, de rencontrer les Biden, etc., etc. Et donc, ça leur donne un certain confort moral et une illusion de puissance qu'ils n'ont malheureusement pas. Mais dans le cas précis de Macky Sall, qui est d'ailleurs en train de brûler son pays, justement, avec l'arrestation d'Ousmane Sonko, ce dernier, lorsqu'il était président en exercice de l'UIA, a eu à fouler le sol malien, non? Il a été au Mali et on a chanté les hymnes nationaux des deux pays. Les deux présidents se sont arrêtés ensemble. Ils ont fait des photos, ils ont fait des accolades, etc. Dans le cas des 49 militaires ivoiriens. Mais Macky Sall est allé négocier farouchement auprès d'Assimi Goïta pour trouver une solution à l'africaine. Alors, voilà ce monsieur qui a eu donc à faire la cour aux dirigeants maliens et qui subitement se retrouve donc en Russie et refuse de prendre des photos avec ces derniers simplement parce que sous un prétexte malhabile, maladroit, inconstant et incohérent, qu'ils seraient des présidents des transitions issus donc des coups d'État. Donc tout cela montre
toute la légèreté et l'incongruité en fait qui caractérise en fait l'attitude de nos dirigeants et qui donne le sentiment qu'en fait ils sont là pour dérouler des agendas qui n'ont rien à voir avec la vie de leur peuple. Et comme je l'ai dit, les présidents maliens et burkinabés sont en train de nous démontrer aujourd'hui que quand bien même ils sont venus par un raccourci de coup d'État, ils ont reçu la légitimité auprès de leur peuple et se consacrent véritablement à la vie de leur peuple à partir des actes aussi nobles que salutaires qu'ils posent dans l'intérêt supérieur de leur pays. C'est d'ailleurs pour cela que la gouvernance du Mali repose sur une triptyque qui est claire. D'abord, la préservation de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques des dirigeants du Mali, de sorte qu'on puisse justement garantir les intérêts du peuple malien. Non seulement ils le proclament dans chacun de leurs discours, mais ils actent dans ce sens-là. C'est d'ailleurs pour cela que, ayant heurté le principe de souveraineté du Mali, donc les dirigeants maliens ont fait la réciproque en lui disant simplement que pour autant que tu te sens légitime pour contester notre légitimité à nous, nous te refusons la possibilité pour toi de venir sur notre territoire. Alors, cette lecture faite de la situation, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il y aurait peut-être des raisons sous-jacentes de cette attitude du président Azali Assoumani et du président Macky Sall et bien d'autres quand on suit un peu les discours tenus par les dirigeants à ce sommet de l'Union, à ce sommet Russie-Afrique, discours par exemple de Ibrahim Traoré qui a longtemps été commenté par les uns et les autres et qui a suscité aussi une réaction de Macky Sall, discours aussi d'Assimi Goïta qui a appelé à un élargissement de la coopération avec la Russie. Vous voyez, il est clair que ces jeunes dirigeants du Mali et du Burkina Faso sont en train, par leurs actions, leurs méthodes de gouvernance, de bousculer sérieusement l'establishment traditionnel dans lequel nos dirigeants habituels étaient dans une forme de confort douillet. Ils étaient là pour faire le plaisir à des puissances occidentales. Ils n'étaient pas orientés vers le meilleur devenir de leur pays et ils n'assumaient pas non plus la souveraineté de leur État. Aujourd'hui, le discours qui a été servi par le président Traoré est un discours moralisateur, mais un discours qui doit pouvoir provoquer le déclic d'une prise de conscience sur les faiblesses, en tout cas les maladresses que nos dirigeants ont toujours portées et qui expliquent que nos pays sont incapables de se développer aujourd'hui. Il leur rappelle simplement qu'il y a un paradoxe parce que notre continent regorge les meilleures ressources possibles avec un sol arable, avec toutes les possibilités, un climat favorable pour l'agriculture, etc. Et c'est nos dirigeants qui, à moindre occasion, courent derrière les puissances occidentales, y compris la Russie, pour quémander les céréales, la nourriture, la pitance pour leur population. Ça veut dire qu'ils ont manqué d'initiatives endogènes qui permettraient justement de commencer à asseoir les socles de construction de nos États, ne serait-ce que sur le plan alimentaire. Et donc, le discours de Traoré est un discours révolutionnaire qui est tributaire justement de l'état d'esprit de ces dirigeants actuels qui ont compris qu'en fait, il faut déchirer, fissurer cette habitude qu'on a connue et qui explique que malgré 60 ans d'indépendance, aucun pays de l'espace francophone n'est en mesure d'assumer son identité, d'assumer sa souveraineté, d'épanouir son peuple et de dire avec précision qu'il a défini une ligne rectiligne de croissance et de développement de leur pays. Et donc, je pense que tout cela, ça fait grincer les dents parce que, vous savez, à la suite de ce discours, Macky Sall, le président sénégalais, a cru utile de répondre à Traoré, mais avec une maladresse encore plus grave. Parce qu'il a tendance à croire qu'en fait, il n'était pas allé pour quémander. Et que, en fait, c'était dans un partenariat international qui transcende des générations, etc. Il y a un fait. Le fait est que vous êtes indépendant pendant plus de 60 ans. Vous êtes des dirigeants de plus de décennies, etc. Mais vous n'avez pas réussi à asseoir, à garantir l'autosuffisance, ne serait-ce que l'autosuffisance alimentaire à votre population. Or, tous les pays du monde qui ont connu aujourd'hui le développement et que nous appelons aujourd'hui les puissances sont d'abord partis de l'agriculture.
Comment il se fait que nous avons ce climat aussi favorable, que nous avons des sorts arables qui jonchent par tous les territoires africains, et nous avons une jeunesse encore dynamique, mais on n'est pas capable de les focaliser et de capitaliser tous ces atouts-là pour être des producteurs compétitifs de la richesse nationale. C'est ça le paradoxe. Et donc, quand il y a des dirigeants qui commencent à tenir ce genre de discours, ça fait grincer des dents et les gens se sentent, si vous voulez, heurtés, puisqu'ils sont dans un confort douillet et ils ont toujours pris l'habitude simplement de jouir des richesses internes pour, voilà, voltiger comme des petits oiseaux, se promener dans les pays occidentaux où donc il y a des réalisations, où le peuple est épanoui, mais cela n'éveille jamais leur conscience. Et lorsque c'est un collègue de la sous-région qui commence à te dire ce genre de langage, bien sûr que ça doit pouvoir les heurter, leur ego est blessé, parce qu'en fait, ce langage rend compte de leur faillite et de leur incapacité en fait à gouverner de façon conséquente et décente nos populations, nos pays. Alors, peut-être ces faits mis ensemble pourraient permettre de mieux comprendre la situation et les réactions des uns et des autres. Mais revenons sur le voyage d'Azali Assoumani au Mali et au Burkina Faso. À quoi devait servir cette visite? Vous savez que l'Union africaine a pris cette habitude de s'ériger en donneuse de leçons à des pays en transition surtout. Et donc très souvent on effectue des missions de bons offices où on va pour leur rappeler par exemple le besoin d'organiser des élections, de faire en sorte que les transitions puissent prendre fin et que bon voilà qu'il y ait un retour à l'ordre constitutionnel, etc., etc. Ce sont ces litanies de récitation qu'en fait les présidents à l'exercice de ces genres d'organisations aussi bien de la CEDEAO que de l'Union africaine effectuent souvent dans des pays de transition. C'est le principe. Personne n'est contre. Lorsque vous mettez en place une organisation, on considère que vous avez une vision, vous avez des objectifs à atteindre, et si un de vos membres ne répond pas pour une raison ou pour une autre à ces objectifs-là, il est de bon droit que vous puissiez y aller pour les lui rappeler, ou du moins chercher à faciliter l'évolution du processus qui permettra l'organisation des élections, etc. Donc, sur le principe, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où vous affichez un président comme Azali, aussi maladroit et sulfureux qu'il est, en vient à tenter d'humilier ces dirigeants-là à Moscou, ça veut dire qu'il est de mauvaise foi. Et donc, ça veut dire que sa mission ne servirait pratiquement à rien, puisque justement, il n'est pas de nature à se montrer solidaire des défis que rencontrent ces pays-là. Les défis que rencontre le Mali et le Burkina Faso, c'est quoi? C'est les défis sécuritaires des pays qui n'ont pas demandé à être décimés par le terrorisme, mais qui le subissent proprement grâce à l'action pernicieuse des puissances occidentales, qui ont donc démantelé le régime libyen qui était donc un vrai rempart dans cette sous-région. Et donc ces pays-là sont envahis par une situation exogène, initiée donc par des gens de l'extérieur. Et l'Union africaine n'est pas en mesure de proposer ou du moins d'entreprendre un processus de mise en place, je ne sais pas, de collecte des ressources ou de mise en place d'une armée ou d'une force qui aiderait ces pays à bouter hors d'état de nuire ces voyous qui déciment des vies dans ces pays-là. L'Union africaine n'est pas en mesure de cela. Tout comme la CEDEAO. Elle n'est pas en mesure non plus de plaider la cause de ces pays, de sorte qu'ils puissent, par des actions concrètes, arriver à se construire et à donc revenir à des élections. Le Mali, tout seul, se bat pour pouvoir donc d'abord éradiquer donc ces terroristes-là, mais ensuite asseoir les socles de son développement et de sa croissance. Les dirigeants de ces deux pays sont en train de restructurer la société malienne et burkinabé, et ils font en sorte qu'il y ait une dynamique sociétale et sociale qui permet de créer une conscience nationale autour d'une vision du dirigeant. Voilà le travail qui est en train de se faire et qui est aux antipodes de ce à quoi nous sommes habitués dans beaucoup de pays de cet espace-là, où les dirigeants sont plutôt des griots de l'Occident et qui sont là juste pour perpétrer ou répercuter tout ce qui se dit au plan international sans pour autant être capable d'écouter leur peuple,
et de travailler en synergie avec leur peuple pour pouvoir créer une nation. Et donc, dans ces conditions, malheureusement, on peut comprendre que le Mali et le Burkina Faso puissent chercher tout simplement à ne pas considérer les injonctions qui viennent de l'extérieur. Parce que tout pays, pour qu'il se développe, doit toujours se reposer ou reposer sa vision sur ses atouts endogènes, les capacités de son peuple, l'histoire, la culture, les us, les habitudes. C'est à partir de ces réalités-là et du potentiel dont regorge le pays qu'il faut chercher à développer le pays. Donc, ça veut dire que les dirigeants ont tellement à faire au plan interne que de s'intéresser à ces actions de diversion qui tendent donc à disperser leurs énergies. Cette situation ne risque-t-elle pas de dégrader un peu plus les relations entre l'Union africaine et le Burkina Faso et le Mali? Non, c'est un épiphénomène. Vous voyez, la France, par exemple, c'est une puissance coloniale qui a toujours considéré nos pays comme une propriété privée et où elle n'hésite pas à donner des injonctions aux dirigeants, à donner des instructions, des orientations. Mais le Mali a eu à résister à la France. Et la France a été obligée de faire déguerpir. C'est plus de 4000 hommes qui étaient dans ce pays-là. Le Mali a dit à l'ambassadeur français sur le territoire malien de quitter parce que justement, il a une attitude qui tend à participer à une forme de déstabilisation de ce pays. Il n'y a rien eu. Le Burkina Faso a rompu les accords militaires et fait partir les militaires qui étaient sur ce territoire. Il n'y a rien eu. Au contraire, aujourd'hui, dans les coulisses, vous devez vous imaginer que la France négocie toujours pour maintenir sa présence dans ces pays-là. Parce qu'en fait, la France a tout à gagner avec ces pays que les pays eux-mêmes ne pourraient en gagner. C'est pour dire tout simplement que l'Union africaine, à partir de la personne de Azoumali, se fâche contre le Mali ou le Burkina Faso, cela n'a aucun sens et cela n'a aucun impact sur l'État malien et encore moins sur celui du Burkina Faso. Simplement parce que ces deux pays ont des dirigeants qui ont compris où se trouvent leurs défis et en quoi consiste leur mission. En réalité, l'Union africaine sert pratiquement à quoi? À tous ces États de notre continent, si elle n'est pas en mesure, lorsqu'un État est en face d'un problème majeur, comme celui du terrorisme, si elle n'est pas en mesure de participer à résoudre le problème, en dehors des discours oraux, en dehors des injonctions, en dehors du verbiage, en quoi l'Union africaine ou même la CEDEAO participe-t-il véritablement à résoudre les problèmes auxquels font face les pays en transition aujourd'hui? Vous voyez la situation du Niger aujourd'hui, où la CEDEAO se précipite pour prendre des mesures ou des sanctions illégales, illégitimes, sans aucun fondement, sans aucun principe juridique, simplement parce que, quelque part, la France, se sentant véritablement menacée dans ce dernier pays qui répondait donc à ces injonctions, a cru nécessaire d'abord de faire un conseil de défense là, pour envisager la possibilité d'intervenir militairement en vue donc de chasser les officiers putschistes, mais a aussi instruit maladroitement la CEDEAO, de sorte qu'elle prenne des sanctions qui vont étouffer le peuple malien, pas les dirigeants maliens, le peuple nigérien, et non pas les dirigeants nigériens. Et puis, comble de malheur, on invite qui? Kaka Déby, un putschiste, un monsieur qui peut être accusé de parricide et qui vient participer à un sommet d'une communauté dont son pays n'est pas membre. Et donc c'est lui qu'on missionne pour aller rendre compte aux autorités actuelles nigériennes de ce qui a été décidé par la CEDEAO. Mais quelle fierté nos dirigeants de cette communauté-là peuvent-ils avoir si pour autant, à travers l'action de la France, un pays comme le Tchad, dirigé par un putschiste, vient participer à un sommet réunissant les chefs d'État d'une communauté qui a plus de 40 ans, et que c'est lui qui va alors porter le message de cette communauté-là à un pays membre de la dite communauté. Vous voyez toute l'incongruité, toute l'incohérence, toute la superficialité et toute l'incompétence
dont beaucoup de nos dirigeants sont en train de faire preuve aujourd'hui. Quelle est leur fierté? Je pose encore cette question. Si on doit avoir des intrus aussi malpropres et impropres comme celui de Kaka Déby à un sommet qui est censé donc réunir des chefs d'État élus et légitimes. Vous voyez? Ouais. Donc c'est pour dire tout simplement que quand un dirigeant est conscient de sa mission, il ne va pas s'en tenir à toutes les gesticulations qui viennent de ces organisations-là, parce qu'en fait, elles sont inféodées et téléguidées par des puissances occidentales. Alors, la CEDEAO, l'Union africaine, puisque vous venez d'évoquer les deux finalement, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, peut-être même la Guinée, tous différents mais avec des points communs, des communautés et des États qui ont connu des coups d'État. Est-ce que tu participes à isoler ces pays au niveau de ces communautés aujourd'hui? Je crois que cette question m'avait été posée une fois et j'ai dit, on ne peut parler d'isolement d'un pays, d'un État, que s'il y a une fracture entre les dirigeants et le peuple. Je vous ai dit tout simplement que, mais en fait, en quoi consiste une gouvernance d'État, ou du moins la mission d'un président? Voilà des gens qui vivent dans un espace commun, qui aspirent à se construire et à préserver leurs valeurs identitaires et qui les définissent comme étant un peuple, qui décident de choisir un parmi eux pour pouvoir réguler cette vie sociale, pour pouvoir les organiser et faire en sorte à donner la voie qui permettra l'évolution progressive de cette société-là. Et donc ces gens-là missionnent quelqu'un. Et une fois qu'il est donc devant le peuple, au lieu de s'en tenir à sa responsabilité et à cette mission, il se ligue avec des puissances occidentales pour même trahir cette confiance qui a été investie en lui par son peuple. Voilà ce qui caractérise aujourd'hui nos gouvernants. Et donc, lorsque vous avez des dirigeants qui sont attachés à la cause de leur peuple et qui créent une certaine cohésion sociale et une vision commune autour de leur action, il n'y a pas possibilité d'isolement. Vous voyez, la Guinée, le Mali, le Burkina Faso et aujourd'hui le Niger constituent un vrai bloc. Si ces 3-4 pays-là décident de créer une fédération, ou du moins de créer un espace communautaire où ils s'appuient sur leur potentialité endogène, vous allez voir que la CEDEAO elle-même va s'écrouler de soi. Parce que depuis 1975, où elle a été mise en place, elle avait une vision. Et cette vision-là n'est jamais matérialisée parce que l'épanouissement au sein de cet espace n'est pas réel, parce que le développement n'est pas réel, parce que la cohésion sociale n'est pas réelle. Et donc, on ne peut pas parler d'isolement face à des gens qui ont le soutien ferme de leur population. Et donc, je pense qu'ils ont aujourd'hui une force alternative qui est réelle, qui leur permettrait justement, à partir de leur union tout simplement, de leur action solidaire. Vous avez vu, lorsque le Mali a eu l'idée de notifier à Azali, qui n'est pas en mesure de l'accueillir le 9 août, le Burkina Faso a suivi. Pourquoi? Parce que c'est une cause commune. La faute qui est commise contre le Mali est la même contre le Burkina Faso. Quand on vous voit unis et solidaires, vous constituez une force. C'est ce que les puissances occidentales ont compris et qui leur a permis précisément d'œuvrer pour diviser nos États et empêcher qu'il y ait une dynamique unitaire qui permettrait à l'Afrique d'être une vraie puissance. Comment vous pouvez vous expliquer qu'un territoire qui représente pratiquement 30 millions de kilomètres carrés, avec plus d'1,5 milliard, près d'1,5 milliard de population, je vous ai dit les éléments qui participent à définir la puissance d'un État. Lorsque vous avez un territoire suffisamment vaste, où vous pouvez faire tous les exercices possibles, vous pouvez initier tous les projets possibles. Lorsque vous avez une population constante, consistante, en pleine croissance, c'est une vraie richesse. Lorsque vous avez une culture dont vous êtes conscient et que vous travaillez pour la promouvoir, vous devenez une puissance. Et donc, les puissances occidentales nous influencent grâce à quoi? À leur culture et au créneau de propagation de ces cultures-là. Grâce aux armes qu'ils ont réussi à fabriquer. Mais tout le potentiel africain, s'il y avait ce qu'on appelle la dynamique unitaire, si l'Union africaine pouvait être une structure utile, on ne pourrait pas être dans la situation où nous sommes aujourd'hui. C'est pour dire que si nos dirigeants, malheureusement, ne comprennent pas la nouvelle dynamique
qui est enclenché, il risque d'être dépassé par les événements. Merci beaucoup, Lucas Baki, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve tout de suite pour la suite des programmes et c'est d'un regard croisé.